Chers étudiants, dans cette vidéo, on va voir un résumé sur les conducteurs. Donc, on commence par les définitions. Un conducteur هو ناقل. Un conducteur, ناقل كهربائي. Un conducteur est un corps qui contient des charges libres qui peuvent se déplacer sous l'effet d'une force extérieure. Un conducteur est en équilibre si les charges libres qu'il contient, les charges libres, sont immobiles. Immobile, ça veut dire que ça ne bouge pas. Donc, ne sont soumises à aucune force électrique. Bien sûr, si F est égal à 0, ça veut dire que le système est en équilibre. Depuis le premier semestre, somme des forces égale à 0, corps en équilibre. Donc, les conducteurs en équilibre, ça veut dire qu'il n'est soumis à aucune force électrique. On va voir maintenant les propriétés des conducteurs en équilibre. La première des choses, on doit savoir que le champ électrique est nul à l'intérieur d'un conducteur en équilibre. E égale à 0 à l'intérieur d'un conducteur en équilibre. En effet, comment on peut démontrer ça? Donc, si le conducteur, puisque les charges, si je prends une charge quelconque du conducteur, donc cette charge subit la force F est égale à QE. D'accord? Or, on a un conducteur en équilibre. Si le conducteur est en équilibre, donc un conducteur en équilibre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que F est égal à 0. Si F est égal à 0, cela veut dire que E est égal à 0. Le champ est nul. D'accord? Donc le champ électrique est nul en tout point à l'intérieur, en tout point de la matière d'un conducteur électrique en équilibre, à l'intérieur d'un conducteur en équilibre. Deuxième propriété, le conducteur en équilibre constitue un volume équipotentiel. Ça veut dire quoi, un volume équipotentiel? Ça veut dire que le potentiel électrique est constant à l'intérieur d'un conducteur en équilibre. V égale à une constante. À l'intérieur d'un conducteur, partout, à l'intérieur d'un conducteur, donc partout, c'est un conducteur, partout, on a E égale à 0 et V égale à une constante. Voilà. Comment on peut démontrer ça? Donc, alors, la DDP entre deux points d'un conducteur est donnée par, donc, la DDP entre deux points du conducteur. Si je prends deux points d'un conducteur, comme ça, deux points d'un conducteur, la DDP entre ces deux points, elle est égale à quoi? dV est égal à moins E dL. Donc, puisque E est égal à 0, or E est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dV est égal à 0. dV égale à 0, ça veut dire que V est une constante. Puisque le potentiel est le même en tout point du conducteur, la surface externe est une surface équipotentielle. Donc, la surface du conducteur est aussi une surface équipotentielle. La surface externe est une surface équipotentielle. Voilà. Troisième propriété, c'est que les charges d'un conducteur en équilibre sont uniquement superficielles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont réparties sur la surface.
les charges libres sont réparties sur la surface. Il n'y a pas de charge à l'intérieur. Il n'y a aucune charge à l'intérieur. Voilà. Donc, comment on peut démontrer ça? Donc, on va écrire le théorème de Gauss à l'intérieur du champ, à l'intérieur du conducteur, pardon. Donc, à l'intérieur du conducteur, le flux électrique est égal à quoi? C'est l'intégrale de E ds. L'intégrale de E ds. Donc, ce flux-là, il est égal à quoi? Il est égal à somme de Q à l'intérieur sur epsilon 0. Somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss sur epsilon 0. Donc, si je prends un conducteur comme ça, je veux calculer par exemple, je veux calculer le champ ici par exemple. Donc, je prendrai une surface de Gauss comme ça. Donc, puisque les charges, alors, le champ, là, il est égal à quoi? À l'intérieur, il est égal à 0. Donc, ça, c'est égal à 0. Parce que E est égal à 0. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Q, somme des charges à l'intérieur, est égal à 0. Sur epsilon 0 est égal à 0. Donc, c'est les charges qui est égal à 0. Donc, c'est les charges à l'intérieur qui est égal à 0. Donc, il n'y a aucune charge à l'intérieur du conducteur. Toutes les charges sont réparties sur la surface externe. Donc, si la charge du conducteur n'est pas à l'intérieur, donc elle est sur la surface externe du conducteur. Donc, on va l'écrire. Alors, elle est la charge, bon, on l'a écrit ici, les charges de conducteur en équilibre sont uniquement superficielles. Donc, la charge est sur la surface externe du conducteur. Voilà. Donc ça, les trois propriétés, vous devez les apprendre par cœur. Donc, remarque, nous avons ici un conducteur qui contient une cavité. Donc, la matière, elle est là. Ça, c'est de la matière. Et ça, c'est une cavité. Donc, il n'y a rien à l'intérieur. Donc, les propriétés qu'on a vues tout à l'heure, les trois propriétés qu'on a vues tout à l'heure, sont aussi valables dans le cas d'un conducteur creux ne contenant pas de charge à l'intérieur. Bien sûr, s'il n'y a pas de charge à l'intérieur. D'accord? Donc, en conclusion, on va écrire un conducteur ou un conducteur plein. Donc, on va l'écrire. Donc, le champ électrique est nul dans la masse et dans la cavité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, E égale à 0 dans le vide et dans la masse. Donc, E égale à 0. D'accord? Le potentiel est constant en tout point intérieur du volume limité par la surface extérieure du conducteur. Ça veut dire que là, V égale à une constante et là, V égale à une constante, aussi bien dans la matière que dans le vide. D'accord? Et la troisième des choses, les charges sont uniquement réparties sur la surface extérieure. Les charges sont uniquement réparties sur la surface extérieure. D'accord? Il n'y a aucune charge à l'intérieur. Voilà. Donc ça, je répète encore une fois, un conducteur plein ou un conducteur creux dans la cavité ne contient pas de charge. Ça veut dire qu'il s'agit d'un conducteur dont la cavité ne contient pas de charge. Ça veut dire que là, à l'intérieur, je n'ai pas de charge. D'accord? Voilà. Donc, dans cette partie, on va voir le champ au voisinage d'un conducteur. Donc ça, c'est un conducteur. Je veux calculer le champ au voisinage d'un conducteur. Le champ E, juste au voisinage d'un conducteur. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le théorème de Gauss. Donc, pour calculer le champ, il est réparti comme ça. Je vais prendre une surface de Gauss qui est sous forme d'un cylindre. D'accord? Sous forme d'un cylindre. Donc, regardez, le champ E, il est toujours comme ça. Alors, le flux phi est égal à l'intégrale de E ds. D'accord? E ds. Donc, E ds, le E, regardez, à travers, donc, si je prends comme surface de Gauss, je prends le cylindre. Le cylindre, il a deux surfaces. La surface basique supérieure,
la surface basique intérieure et la surface latérale. Donc la surface basique intérieure, elle est dans le conducteur. Elle est dans le conducteur. Et j'ai la surface basique supérieure et la surface latérale. Donc, E fois ds1, E fois ds, la surface latérale. Je sais que ds, c'est quoi? Ds, c'est le vecteur unitaire de la surface. On a déjà dit que le vecteur unitaire de la surface est toujours perpendiculaire sur cette dernière, toujours perpendiculaire sur la surface. Donc, pour cette surface-là, le vecteur ds, il est comme ça. Pour la surface latérale, le vecteur ds, il est comme ça. Et pour la surface de base inférieure, le vecteur ds, il est dirigé vers l'intérieur. Donc, par contre, le champ, il est dirigé vers, il est comme ça. Donc, EDS. Si je prends E, ds1, c'est-à-dire suivant la surface latérale, on voit bien que là, j'ai un angle de pi sur 2. Donc, le produit scalaire EDS est égal à 0. D'accord? Et suivant la surface intérieure, le E est nul. E est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester E, ds, suivant la surface supérieure. D'accord? Donc, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à E, S. Donc, si vous voulez, E, l'intégrale de ds, E, l'intégrale de ds, comme les deux, ils sont parallèles, d'accord? Ils sont parallèles, E, ds, ils sont parallèles. Donc, l'angle binatom, on va dire cosinus 0 qui est égal à 1. Donc, ça sera, pardon, la ds, ds. Donc, ça sera E, qui est une constante, cosinus 0 qui est égal à 0, l'intégrale de ds qui est égale donc à ES. D'accord? ES. Donc, alors, ça, d'un côté, le flux est égal à l'intégrale de EDS. Et d'un autre côté, je sais que le flux est égal à somme des charges à l'intérieur sur epsilon 0. Somme des charges à l'intérieur sur epsilon 0. Bon, je veux calculer le champ ici, donc je prendrai une surface de Gauss ici, on va dire. D'accord? Donc, ça sera égal à quoi? La somme des charges, on va l'écrire sigma S sur epsilon 0. Les charges est égal à sigma fois la surface. Donc, si je fais l'égalité entre les deux, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, 1 égale à 2. 1 égale à 2. Qu'est-ce que j'aurai? ES est égal à sigma S sur epsilon 0. Donc, je simplifie, j'aurai E est égal à sigma sur epsilon 0. Le champ, ça c'est quoi? Le champ au voisinage. Le champ au voisinage. Pardon. Le champ au voisinage d'un conducteur. Le champ au voisinage d'un conducteur. Si je veux l'écrire en vecteur, ça sera E est égal à sigma sur epsilon 0 n, si vous voulez. N, c'est un vecteur unitaire que je peux représenter comme ça. N est un vecteur unitaire que je peux représenter comme ça. Voilà. Donc, à l'intérieur d'un conducteur, on a vu que le champ est nul. Donc, ça, on va l'écrire. À l'intérieur. Donc, à l'intérieur d'un conducteur, on a vu que le champ est nul. À l'intérieur d'un conducteur, le champ est nul. Donc, pour passer de la valeur E égale à 0, donc regardez, à l'intérieur, le champ E est égal à 0. Et juste au voisinage du conducteur, le champ est égal à sigma sur epsilon 0. Donc, il passe de 0, il passe de la valeur 0 à sigma sur epsilon 0. Il passe donc par la valeur moyenne E qui est égale à sigma sur 2 epsilon 0. Donc, là, à l'intérieur, c'est égal à 0 et à l'extérieur, c'est égal à sigma sur epsilon 0. D'accord? Donc, il va passer par la valeur sigma sur 2 epsilon 0, qui est la valeur du champ sur la surface du conducteur, qui est la valeur du champ sur la valeur extérieure du conducteur. Donc, là, si vous voulez, on peut faire un petit schéma où on va représenter les valeurs du champ. Donc, là, c'est E. E en valeur. Donc, regardez. Ça, donc, le champ, là, il est nul. E est égal à 0. Il passe par la valeur sigma sur 2 epsilon 0
وهنا c'est la valeur sigma sur epsilon 0. Donc, on va faire ça. Il va faire ça le champ. Donc, là c'est quoi? À l'intérieur du conducteur. Là, c'est la surface du conducteur. Et là, à l'extérieur du conducteur. Voilà. Donc, rappelez-vous, le champ à l'intérieur est égal à 0. Sur la surface, il est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Et juste au voisinage du conducteur est égal à sigma sur epsilon 0. On va voir maintenant la pression électrostatique. Donc, la pression électrostatique est égale à la force par unité de surface. Donc, on a déjà vu que E est égal à sigma sur 2 epsilon 0. La force, or, F, la force est égale à quoi? C'est égal à Q fois E, la charge fois le champ. La charge qui est égale à sigma ds fois E qui est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Donc, c'est égal à sigma au carré ds sur 2 epsilon 0. Donc, je reprends ici, F est égal à sigma au carré ds sur 2 epsilon 0. La pression, on a dit que c'est la force par unité de surface. Donc, P est égal à F sur ds. Donc, F qui est égal à sigma au carré ds sur 2 epsilon 0, 1 sur ds. Donc, il va me rester P est égal à sigma au carré sur 2 epsilon 0. Ça, c'est la pression électrostatique. On va voir maintenant le pouvoir des pointes. Donc, le champ au voisinage d'une pointe est très intense. La même chose pour la densité de charge. Donc, la densité, on va l'écrire, la densité superficielle des charges est très élevée dans les régions où un conducteur donc la densité superficielle des charges est très élevée dans les régions où un conducteur chargé présente des pointes. Le champ au voisinage est lui-même très intense. Le champ est très intense quand il y a des pointes. Ça veut dire quoi? Par exemple, un conducteur, comme ça, d'une surface uniforme. Un conducteur, comme ça, sa surface, elle est uniforme. Il n'y a pas de raison pour que cette partie, par exemple, possède plus de charge qu'une autre partie, d'accord? On a une surface lisse, donc une répartition uniforme de charge. Par contre, lorsque j'ai une pointe, par exemple comme ça, voilà, donc on a une pointe, ça veut dire que là, je vais trouver beaucoup plus de charge que sur la surface lisse, d'accord? Beaucoup plus de charge, ça veut dire que aussi le champ, il est très intense dans cette pointe par rapport aux surfaces lisses. Donc, on va essayer de démontrer ça par un conducteur, donc soit un conducteur de rayon R2 et là un petit conducteur de rayon R1. Je vais essayer de relier ces conducteurs. Quand je relie ces conducteurs, ça devient un volume équipotentiel. À chaque fois que je relie deux conducteurs par un fil conducteur, ça veut dire que ça devient un seul conducteur. Donc, le potentiel du premier conducteur V est égal à quoi? V1 si vous voulez. V1 c'est égal à KQ1 sur R1. Et V2 est égal à KQ2 sur R2. D'accord? Puisque j'ai relié par le fil conducteur, ça veut dire que V1 est égal à V2. Ça devient un volume équipotentiel.
Donc, ça veut dire que K Q1 sur R1 est égal à K Q2 sur R2. Je peux simplifier les cas. Qu'est-ce qui va me rester? Donc, Q1 qui est égal à sigma 1 S1 sur R1 qui est égal à sigma 2 S2 sur R2. D'accord? Alors, S1, la surface du conducteur, elle est égale à quoi? Elle est égale à 4pi R1 au carré. Donc, 4pi R1 au carré. Donc, ça, c'est pour S1. Donc, sigma 1 sur R1 qui est égal à sigma 2. S2, c'est égal à 4pi R2 au carré sur R2. Donc, je simplifie les 4pi. Je simplifie R1 avec R1, R2 avec R2. Qu'est-ce qui va me rester? Sigma 1 R1 est égal à sigma 2 R2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sigma 1 sur sigma 2 est égal à R2 sur R1. D'accord? Regardez. Puisque R2 supérieur à R1, R2 supérieur à R1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que R2 sur R1 supérieur à 1. Ça veut dire que sigma 1 sur sigma 2 supérieur à 1. Ça veut dire que sigma 1 supérieur à sigma 2. D'accord? Ça veut dire que sigma 1 supérieur à sigma 2. D'accord? Donc, on voit bien que la partie où il y a des pointes possède beaucoup plus de charge que l'autre partie. Voilà. Donc, on a écrit ici, les charges s'accumulent sur les pointes. On va voir maintenant la capacité d'un conducteur isolé. La capacité C est égale à Q sur V, la charge du conducteur sur son potentiel. Donc, C, elle est exprimée en farad. La capacité Q est la charge Q exprimée en coulomb et V en volts. Donc, C dépend de la forme, la capacité dépend de la forme et des dimensions de la surface extérieure du conducteur, mais ne dépend pas de la nature du corps, ne dépend pas de la nature du conducteur. Elle exprime l'aptitude ou bien la capacité, l'aptitude, le conducteur à emmagasiner de la charge. Elle exprime l'aptitude qu'a un conducteur d'emmagasiner de la charge. Donc, les sous-unités du farad, il faut savoir que le farad, c'est quelque chose de très, très grand. Donc, on s'attend pas à trouver une capacité qui est égale à 3 farad ou 4 farad, 5 farad. Ça, c'est très, très grand. Mais on utilise plutôt les sous-unités du farad, qui sont donc le microfarad, le nanofarad et le picofarad. Le microfarad, c'est 10 puissance moins 6 farad. Le nanofarad, c'est 10 puissance moins 9. Et le picofarad, c'est 10 puissance moins 12. Voilà. Donc, on va voir un petit exemple. Par exemple, si je calcule, par exemple, si je veux calculer, donc on va prendre exemple, si je veux calculer la capacité d'un conducteur sphérique qui a le rayon de la charge, le rayon de la Terre, pardon. Donc, la capacité d'une sphère portée à un potentiel V et possède une charge Q. Donc, le potentiel de cette sphère est égal à quoi? Est égal à KQ sur R. K qui est égal à 1 sur 4pi epsilon 0 Q sur R. Donc, la capacité C qui est égale à Q sur V. Donc, Q qui est égal... Q, donc ce sera Q sur 4pi epsilon 0 R fois donc Q, je la garde, et V, ça sera Q sur 4pi epsilon 0 R, donc, alors, Q sur, voilà, Q sur V, V qui est égal à Q sur 4pi epsilon 0 R. Donc, ça, c'est quoi? Je vais simplifier Q avec Q. Il va me rester 4pi epsilon 0 R. Donc, C
est égal à 4pi epsilon 0 R. Ça, c'est quoi? C'est la capacité d'une sphère portée à un potentiel V et possédant une charge Q. Si je vois, donc, comme je disais tout à l'heure, par exemple, s'il s'agit du rayon de la Terre, R qui est égal à 6400 km. La capacité C, elle va être égale à quoi? C est égal à 4pi epsilon 0 R qui est égal à 6400 10 puissance 3. 10 puissance 3. Donc, tout calcul fait. Là, vous allez trouver, donc, comment faire ce calcul. Donc, je sais que K est égal à 1 sur 4pi epsilon 0 qui est égal à 9 10 puissance 9. D'accord? Donc, ça veut dire que 4pi epsilon 0, c'est égal à 1 sur 9 10 puissance 9. Voilà. Donc, je reviens à la capacité C. Donc, 4pi epsilon 0, ça sera 1 sur 9 10 puissance 9 fois 6400 10 puissance 3. Voilà. Tout calcul fait, vous allez trouver 7,1 10 puissance moins 4 farad, qui est égal à 710 microfarad. Donc, vous voyez que la capacité d'une sphère qui a un rayon de 6400 km, on a trouvé 7,1 10 puissance moins 4 farad. Donc, ceci confirme ce que je disais tout à l'heure, que le farad, c'est quelque chose de très grand et que on travaille toujours avec les sous-unités du farad. On va voir maintenant l'énergie interne d'un conducteur isolé. Donc, l'énergie interne, par définition, c'est le travail qu'il faut fournir pour charger le conducteur. C'est le travail qu'il faut fournir pour charger le conducteur. Elle se calcule par la somme des variations d'énergie potentielle subies par toutes les charges au cours de la charge du conducteur. D'accord? Donc, à l'état initial, on a Q égale à 0 et le potentiel V égale à 0. Dans un état intermédiaire, qu'est-ce qu'on a? On a Q et on a V. Et à l'état final, qu'est-ce qu'on a? Grand Q et grand V. Donc, le transport d'une charge élémentaire dQ, le transport d'une charge élémentaire dQ sur le conducteur porté au potentiel V fait subir à la charge dQ une variation d'énergie potentielle d de EP qui est égale à V dQ. D'accord? Donc, pour la charge complète du conducteur, on a EP qui est égal à l'intégrale d de EP pour la charge complète du conducteur. Donc, EP est égal à l'intégrale de d de EP. Donc, ça c'est l'intégrale d de EP qui est égal à, on l'a pas, voilà, c'est V dQ. Donc, V dQ entre 0 et Q. Q, c'est la charge finale. Donc, le potentiel V qui est égal à Q sur C entre 0 et Q, d de Q. Ça, c'est quoi? 1 sur C, c'est une constante, je peux la faire sortir. Il va me rester Q dQ. Et ça, c'est quoi? Entre 0 et Q, c'est 1 sur C, 1 demi de Q au carré entre 0 et Q. Donc, EP est égal à 1 demi de Q au carré sur C. 1 demi de Q au carré sur C, qui est aussi égal à 1 demi de CV au carré, sachant que C est égal à Q sur V. Je peux aussi avoir cette expression, comme je peux avoir 1 demi de Q fois V. Voilà. On va voir maintenant le phénomène d'influence. Pour commencer, on va définir ce que c'est que les éléments correspondants. Donc, pour cela, j'ai deux conducteurs ici, un conducteur A et un conducteur B. De ce conducteur, donc le conducteur A porté à la charge
QA porte la charge QA et le conducteur B porte la charge QB. Donc, du conducteur A, je vais prendre une petite surface que je vais appeler DSA. Et la même chose pour B, cette petite surface, je vais l'appeler DSB. Donc, on a des lignes du champ qui partent de DSA qui aboutissent à DSB. Donc, DSA et DSB sont appelés des éléments correspondants. Et ils portent des charges sigma A et sigma B. Donc, on va l'écrire DSA et DSB sont appelés des éléments correspondants. Les éléments correspondants. Donc, ils portent des charges, ils portent des densités de charge, portent des densités de charge sigma A et sigma B. Donc, l'ensemble de ces lignes du champ constitue ce qu'on appelle un tube de flux. L'ensemble de ces lignes du champ qui partent de A, qui aboutissent en B, constitue ce qu'on appelle un tube de flux. Un tube de flux. Donc, on va l'écrire. Alors, l'ensemble, voilà. Donc, le tube de flux du champ, le flux du champ à travers la surface latérale SL. SL, c'est la surface latérale, donc est égal à 0. Est égal à 0 parce que EDS égale à 0. Regardez le E comment qu'il est et le DS comment qu'il est. Donc, EDS à travers la surface latérale est égal à 0. Donc, si on applique le théorème de Gauss à une surface fermée S, s'appuyant sur les surfaces DSA et DSB est limité par ces lignes du champ. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, S est égal à la surface latérale plus S1 plus S2. Or, on a déjà dit que, donc, voilà, donc le théorème de Gauss, si vous voulez, on va l'appliquer. Donc, phi est égal à l'intégrale de E ds, donc à travers la surface latérale S1 et S2. Donc, ce sera l'intégrale de E ds à travers la surface latérale plus l'intégrale de E ds à travers la surface S1 plus l'intégrale de E ds à travers la surface S2. Donc, à travers la surface S1, c'est égal à 0. Donc, le flux est égal à 0. Qui est égal à quoi? Le flux qui est égal à quoi? Somme des charges à l'intérieur sur epsilon 0. Sur epsilon 0. Donc, puisque le flux à travers la surface latérale est égal à 0, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester les charges à l'intérieur de S1 et les charges à l'intérieur de SB. Donc, ce sera Q1 sur epsilon 0 plus Q2 sur epsilon 0. D'accord? Donc, si ça, c'est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Q1 est égal à moins Q2. Ça veut dire que Q1 est égal à moins Q2. Ou bien, si vous voulez, QA est égal à, QA correspondant à l'élément DSA et Q2 correspondant à l'élément DSB. Donc, d'où le théorème des éléments correspondants. Donc, les charges. Donc, les charges électriques portées par deux éléments correspondants sont opposées. Les charges électriques portées par deux éléments correspondants sont opposées. Q1 est égal à moins Q2. On va voir maintenant l'influence partielle. Influence. Donc, si vous voulez, là, petit a, l'élément correspondant, petit b, influence partielle. Dans l'influence partielle, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on place un conducteur neutre dans un champ électrique. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on place un conducteur neutre dans un champ électrique? Donc, pour cela, on considère un conducteur A, voilà, on considère un conducteur A électriquement neutre. Électriquement neutre.
On a déjà précisé le sens de neutre. Ça veut dire quoi, neutre? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de charge, mais ça veut dire qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives. Voilà. Donc, approchons de ce dernier, approchons de ce conducteur neutre, un conducteur B, voilà, un conducteur B chargé positivement. Si il est chargé positivement, je sais que dans un conducteur, la charge est répartie sur la surface externe. Il est chargé positivement, ça veut dire que la charge, elle est comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque je rapproche le conducteur B du conducteur A? Alors, le conducteur B crée dans l'espace, et en particulier dans le conducteur A, un champ électrique EB. Donc, ce conducteur, puisqu'il a des charges positives comme ça, il va créer un champ sortant. D'accord? Il va créer un champ sortant. Donc, voilà. Donc, particulièrement aussi dans le conducteur A, il va aussi créer un champ EB. D'accord? Donc, puisque le conducteur B n'est pas trop loin de A, le champ EB, comme il existe ici, il va exister aussi dans le conducteur A. Donc, les électrons libres du conducteur A vont, alors sous l'action de ce champ, se déplacer dans le sens inverse. Donc, les électrons vont se mettre ici. Donc, tous les électrons vont se mettre ici. D'accord? Vont se déplacer dans le sens inverse. A, EB. D'accord? Vont se déplacer dans le sens inverse à EB. Pourquoi? Parce que F est égal à Q fois E. Comme Q est égal à moins E, c'est des électrons. D'accord? C'est des électrons. Donc, les électrons libres du conducteur A vont être soumis à une force inverse au champ E. Regardez, puisque le champ EB, il est dans ce sens, d'accord? Il est dans ce sens. Donc, la force F, elle sera dans ce sens. Donc, les électrons vont être entraînés c'est-à-dire vont se déplacer dans ce sens. Donc, ils vont se mettre sur ce côté-là. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'accumuler et leur résultante, donc les électrons hadouk, ils vont s'accumuler ici. Donc, leur résultante est égale à moins Q. Et donc, de la même façon, les charges positives vont se mettre de l'autre côté, d'accord? Vont se mettre de l'autre côté et leur résultante, on va la noter plus Q. Donc, leur résultante, elle va apparaître de l'autre côté et elle sera notée plus Q. Donc, et qui vont apparaître sur ce côté-là. Donc, on obtient alors ce qu'on appelle une polarisation du conducteur. On obtient ce qu'on appelle une polarisation du conducteur. On obtient ce qu'on appelle une polarisation du conducteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la création de deux pôles, un pôle positif et un pôle négatif. D'accord? Donc, polarisation du conducteur ou bien, ce qui est la même chose, création de pôles plus et moins. Création de deux pôles, le pôle positif et le pôle négatif. Ces champs créent un champ induit. Ces charges vont créer un champ induit EI. D'accord? Ces champs vont créer, les charges négatives, vont créer un champ EI qui vient donc s'opposer à EB. D'accord? Donc, le champ total, regardez, le champ total au début, il était égal à quoi? Il était égal à EB. D'accord? Maintenant, puisqu'il y a le champ induit, EI, le champ total, maintenant, il est égal à quoi? Il est égal à EB plus EI. D'accord? Donc, alors, le champ total. Alors, regardez, le champ total, au début, il était égal à EB, parce qu'il était seul.
Maintenant, le champ total, puisqu'il y a la création du champ EI. Regardez, le champ EI, il est dans le sens inverse. Donc, est-ce que le champ total, avec la création de EI, est-ce que le champ total, il a augmenté ou bien il a diminué? Eh bien, je dirais que le champ total a diminué. Pourquoi? Parce que EI, il est dans le sens inverse. Regardez, si, je dis bien si EB était comme ça, ou EI était comme ça, le champ total, qui est égal à EB plus EI, il va augmenter. Mais là, je n'ai pas cette situation. Qu'est-ce que j'ai? Le champ EB, il est dans ce sens, et le EI, il est dans ce sens. Ça veut dire que le E total, il a diminué par rapport à ce qu'il était. Donc, le champ, la création du champ EI, va réduire le champ total E total. Donc, à l'intérieur du conducteur A, les électrons s'arrêtent lorsque le champ total est égal à 0. Quand est-ce que les électrons vont s'arrêter de se déplacer? Lorsque le champ EB est égal au champ EI. Ça veut dire que le champ total est égal à 0. Ça, on va l'écrire. Alors, à l'intérieur du conducteur A, les électrons s'arrêtent lorsque le champ total est nul, c'est-à-dire lorsqu'il y a compensation de EB par EI. Le système formé par A et B atteint alors l'équilibre. D'accord? Voilà. Donc, les deux distributions de charge sigma A et sigma B, les deux distributions de charge sigma A et sigma B des deux conducteurs dépendent l'une de l'autre. Donc, bien sûr, s'il y a influence, si B influence A, bien sûr que A, il va influencer B. Donc, ce qu'on appelle une influence, on appelle cette action l'influence électrostatique. L'influence électrostatique ou bien influence mutuelle électrostatique. Mais regardez ce qui se passe. Les lignes du champ électrostatique, regardez, les lignes du champ qui démarrent de B n'aboutissent pas tous vers A. Une partie des lignes du champ qui vont influencer A. Mais par exemple, ces lignes-là, ces lignes-là ne vont pas influencer la répartition. Ces lignes-là ne vont pas aboutir sur A. Des quelques lignes du champ qui vont aboutir sur A, mais pas toutes les lignes, d'accord? Mais pas toutes les lignes. C'est pour ça qu'on appelle cette influence, on l'appelle l'influence partielle. Influence partielle, car l'ensemble des lignes, issues de B n'aboutissent pas tous sur A. Et ça, donc, on va l'écrire rapidement. Voilà, donc je l'ai écrit, l'ensemble des lignes de B n'aboutissent pas toutes en A, alors on a une influence partielle. Maintenant, regardez ce qui se passe. Bon, je vais reprendre rapidement ce schéma. Donc, j'ai un conducteur B et un conducteur A. Regardez ce que j'ai. La répartition de charge, elle est comme ça. D'accord? Donc, c'est ça ce que j'ai. Alors, qu'est-ce qui se passe si je relie le conducteur A vers la Terre? Qu'est-ce qui se passe si je relie le conducteur A vers la Terre? Donc, si on relie le conducteur A vers la Terre au moyen d'un fil conducteur, alors les charges plus sont repoussées vers la Terre. Le potentiel de ce conducteur est nul. Le potentiel du conducteur A devient égal à 0. Pourquoi? Parce que puisque le conducteur A est relié à la Terre, donc la Terre et le conducteur A devient un seul conducteur, devient un volume équipotentiel. Puisque le potentiel de la Terre est égal à 0, donc le potentiel du conducteur A devient nul. Et donc, plus aucune ligne du champ ne le quitte. Voilà, donc, il n'y a aucune ligne du champ qui va le quitter. Donc, on va l'écrire. Voilà, donc, si on relie le conducteur
A à la Terre au moyen d'un fil conducteur, la Terre et le conducteur forment un seul conducteur. V égale à 0, de potentiel V égale à 0. Les charges positives sont repoussées vers la Terre. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On va voir l'influence totale. On va voir l'influence. On va voir l'influence totale. Donc, le conducteur A, regardez, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on a une influence partielle parce que ce n'est pas toutes les charges qui aboutissent, qui partent de B, aboutissent vers A. Par contre, si par exemple, j'ai un conducteur B, comme ça, un conducteur B chargé, par exemple, positivement, voilà, et un conducteur A qui l'entoure. Un conducteur A qui l'entoure. Voilà un conducteur A qui l'entoure. D'accord? Ce conducteur, il est chargé négativement. On va voir pourquoi. Donc, on a le conducteur A. Le conducteur A est influencé totalement par le conducteur A. Et influencé totalement par le conducteur A. Pourquoi? Parce que toutes les lignes qui partent de B aboutissent, toutes les lignes qui partent de B aboutissent en A. Il n'y a pas une seule ligne qui sort. Donc, vous voyez la différence entre ce schéma et celui-là. Dans ce schéma, quelques lignes du conducteur B aboutissent au conducteur A. Par contre, c'est pour ça qu'on dit influence partielle, juz'iyya. Par contre, là, toutes les lignes qui démarrent de B vont atteindre le conducteur A. Donc, on parle d'influence totale. Voilà. Donc, le conducteur A est influencé totalement par le conducteur A. Donc, si A entoure complètement B. Si A entoure complètement le conducteur B. Dans ce cas, pour calculer la charge QA intérieure, donc cette charge QA intérieure, donc QA intérieure, on a QB, la charge QB. D'accord? Parce que on a le conducteur A, عنده une charge QA intérieure, on a une charge QA extérieure. D'accord? Donc pour calculer dans ce cas, pour calculer QA intérieure, la charge intérieure de A, on utilise quoi? On utilise le théorème de Gauss. On utilise le théorème de Gauss. Donc, le flux sur la surface de Gauss est égal à les charges à l'intérieur sur epsilon 0. La surface de Gauss, où est-ce qu'elle est? Donc, pour calculer la charge à l'intérieur, je vais prendre cette surface comme surface de Gauss. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Donc, ça, je ne sais pas si c'est clair en vert. Donc, j'utilise ça comme surface de Gauss. Donc, surface de Gauss. Je choisis la surface comme étant une surface de Gauss. Une surface, là où la charge que je veux calculer, il faut qu'elle soit dans la surface de Gauss. Donc, les charges à l'intérieur, quelles sont les charges à l'intérieur de la surface de Gauss? Ce sont QA intérieur plus QB. La surface qui est en vert, quelles sont les charges qui sont à l'intérieur de la surface qui est en vert? C'est la charge QB du conducteur B plus les charges de QA intérieur. Donc, je divise par epsilon 0. Ça, c'est le flux. Et le flux, d'un autre côté, il est égal à quoi? Il est égal à l'intégrale de E ds, bien sûr, sur la surface de Gauss.
qui est égal à 0. Pourquoi 0? Pourquoi 0? Parce que je suis là. Regardez cette surface en vert. Le champ à l'intérieur du conducteur, il est égal à 0. Parce que E est égal à 0 à l'intérieur du conducteur. D'accord? Rappelez-vous ce qu'on a vu dans la première partie, les propriétés du conducteur. Le champ E est égal à 0. Donc, si je fais l'égalité entre la première et la deuxième, c'est-à-dire les deux égalités du flux, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai QA à l'intérieur plus QB que je divise par epsilon 0 égale à 0. Cela veut dire quoi? QA à l'intérieur est égal à moins QB. Moins QB. C'est pour ça que si QB est positif, QA à l'intérieur, elle est négative. Elle est égale à moins QB. Donc, si A est isolé et neutre initialement, si, là c'est juste des suppositions, hein. Si A est isolé et neutre initialement, si A est isolé et neutre initialement, alors QA est égal à 0. QA est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ou la charge QA, elle est égale à quoi? Elle est égale à QA extérieur plus QA à l'intérieur. On est d'accord? Donc, si A, il n'est pas chargé initialement et il est isolé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas influencé par un autre conducteur. Ça veut dire que la charge tau, elle est égale à 0. S'il est neutre initialement, sa charge est égale à 0. S'il est isolé, ça veut dire qu'il n'est pas en influence avec un autre conducteur. Donc, il n'y a pas il n'y a pas de raison pour qu'il acquis une charge. Donc, QA extérieur plus QA intérieur, donc, est égal à 0. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que QA extérieur est égal à moins QA intérieur. Or, QA intérieur est égal à moins QB, donc moins QA intérieur qui est égal à moins QB. Donc, QA extérieur est égal à QB. QA extérieur qui est égal à QB. Donc, QA extérieur est égal à QB. Donc, je peux la représenter comme ça. D'accord? Je peux la représenter comme ça. QA extérieur qui est égal à QB. Voilà. Si A est isolé et porté initialement une charge, si donc A est isolé, donc il n'y a pas un autre moyen de les charges. Si A est isolé et porte une charge initiale, Q0, ça veut dire que QA est égal à Q0. Or, QA est égal à quoi? Est égal à QA intérieur plus QA extérieur. Donc, ça veut dire que QA extérieur est égal à Q0 moins QA intérieur. Donc, QA extérieur est égal à Q0 moins QA intérieur. Or, QA intérieur est égal à moins QB. Donc, ça devient égal à plus QB. Voilà. Donc, je répète, si A est isolé et neutre initialement, donc ça, c'est juste des étapes pour pouvoir trouver la charge QA intérieure et QA extérieure d'un conducteur en influence totale. Donc, si le conducteur A est neutre initialement, ça veut dire que sa charge, elle est égale à 0. Vous utilisez, je sais que QA est toujours égal à QA extérieur plus QA intérieur. D'accord? QA est toujours égal à QA extérieur plus QA intérieur. Maintenant, si QA, regardez, si QA est égal à 0, ça veut dire que QA extérieur est égal à moins QA intérieur. Maintenant, si QA est égal à Q0, une charge initiale, par exemple 6 nanocoulomb, 6 nanocoulomb ou 6 picocoulomb là, QA est égal à Q0, vous remplacez par QA est égal à, là, donc vous avez premier cas, c'est QA est égal à 0, donc QA extérieur
est égal à moins QA intérieur. Et le deuxième cas, QA, donc on a premier cas, deuxième cas, QA est égal à Q0. QA est égal à Q0, donc qui est égal toujours à QA, qui est égal toujours à QA extérieur plus QA intérieur. Donc QA extérieur est égal à Q0 moins QA intérieur. Voilà, si vous voulez, un petit résumé sur ces deux cas-là. Voilà. Voilà donc voilà pour cette première partie du cours du conducteur. Donc j'espère que vous m'avez suivi. Voilà, donc je vous souhaite bon courage pour la suite. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Merci.